Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session, ce webinaire de la communauté Continuous Architecture, où aujourd'hui, avec Pierre Néner et Christophe Bexas, on se propose d'aborder un sujet, je pense, auquel vous êtes tous confrontés, qui est la complexité. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des échanges qu'on essaye de conduire dans la communauté Continuous Architecture, qui aujourd'hui se réunit depuis 4 ans maintenant et qui continue de grandir. Et bienvenue aux nouveaux s'il y a des nouveaux aujourd'hui. On essaye d'organiser dans cette communauté des échanges réguliers sur des sujets qui nous intéressent et qui sont au cœur de nos activités. On fait des journées, on y reviendra à la fin, annuelles ou thématiques sur certains thèmes ou globales sur nos pratiques. Et on essaye d'organiser avec les membres de la communauté des webinars, des ateliers d'échange. Et donc aujourd'hui, on se situe bien dans ce cadre-là, dans un webinar où on va aborder ce sujet de la complexité avec dans cette logique, qu'on appelle de pollinisation. Vous avez peut-être vu dans l'image précédente, et c'était lors de notre dernier événement qu'on avait hébergé, nous Blue and Do, on avait des petites antennes pour certains, et c'est bien l'esprit dans lequel on essaye d'être dans la communauté, c'est d'émettre et de recevoir et de partager des pratiques, des convictions, et puis de les construire ensemble, hein. On a aussi un site, continuousarchitecture.org, open source, dans lequel nos bonnes pratiques, nos tours de patte, nos convictions, on les, euh, on les alimente, on l'alimente régulièrement. Et où tout contributeur est bienvenu, parce qu'on est vraiment dans une logique open source, à essayer de sélectionner avec une équipe de mainteneurs des contenus qui nous semblent intéressants dans la veine de ce qu'on souhaite porter au niveau de l'architecture continue. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'être avec Christophe et Pierre, ici pour vous parler de complexité. Alors moi-même, je suis consultant depuis plus de 20 ans, et c'est un sujet que j'ai souvent été amené à aborder. Et dernièrement, plus dernièrement, avec Pierre, qui est je le laisserai se présenter s'il le souhaite, un architecte repenti, comme il le dit souvent, et qui est maintenant coach. On anime souvent des formations sur le leadership en architecture, où la complexité est au cœur des échanges et de l'enjeu de ces formations. Et j'ai aussi le plaisir aujourd'hui d'être avec Christophe. Christophe, ça fait plusieurs années maintenant, je pense qu'ensemble, on débat souvent de ce sujet de la complexité et de comment nos organisations et les organisations doivent faire face à ce défi et les ingrédients pour y parvenir. Donc, tous les trois, on va essayer aujourd'hui de vous donner des points de repère, hein, d'essayer donner un peu de théorie. Alors, Christophe va nous donner un petit peu des éléments pour nous dire, et en tout cas, positionner ce que nous, on appelle complexité, hein. Comment aussi avoir des points de repère et quelles sont les bonnes peut-être postures ou façons d'appréhender ce sujet et de naviguer en complexité. Et puis, on donnera des éléments peut-être plus pratiques, hein, en termes de modèles utiles et de mise en mouvement avec Pierre dans un deuxième temps. Ça vous va? Donc, Christophe, je te laisse la main. Je sais pas si, et je te laisse effectivement peut-être prolonger, te présenter si tu le souhaites, plus Oui, complètement par rapidement. rapport à ce que j'avais dit. Et puis, je te laisse la main. Tu me dis quand avancer les slides? Oui, je te dis quand avancer les slides. Alors bonjour à tous, merci déjà d'être venu à cette invitation. Christophe Bexas, moi je travaille dans la défense. Je suis confronté à des problématiques de complexité pour la réalisation de systèmes de défense assez complexes, et dans le domaine d'aval, des sous-marins, des navires. Et aujourd'hui, je suis aussi en charge de programmes européens qui visent à faire une homogénéisation de la digitalisation de la défense navale. Donc, vous pouvez imaginer que ces sujets-là touchent assez régulièrement à des problématiques de complexité. Donc, ce que je vous propose de faire en première instance, c'est d'essayer de survoler, de voir un peu qu'est-ce que l'on appelle complexe, puisque en fait c'est un terme qui est
très fréquemment utilisé. Il n'est pas d'ailleurs utilisé tout seul. On voit que l'émergence du mot complexité est contingent d'autres termes. On parle de volatilité, d'incertitude et voire même d'ambiguïté. Tous ces mots, d'une manière ou d'une autre, on va dire que soit dans notre environnement privé, soit dans l'exercice de notre activité professionnelle, nous sommes confrontés à ces notions. Donc, l'incertitude, et l'ambiguïté nous amènent à avoir des difficultés pour prendre des décisions. Et puis, la volatilité, eh bien, c'est que si on a pris trop de temps pour appréhender une situation complexe, eh bien, le temps que l'on prenne une décision, eh bien, la situation a changé et donc nous laisse démunis avec une stratégie qui était peut-être bonne à un instant, mais qui se révèle pas nécessairement idéale pour la suite. Alors, slide suivante. Comme je vous disais au début, il y a une confusion entre les mots de compliqué et complexe. Je peux vous en parler. Quand je suis arrivé dans cette entreprise de défense, on nous expliquait qu'on faisait des objets complexes. Et en fait, l'étude attentive et l'évolution de ces dernières années nous montrent que non, on faisait du compliqué et maintenant, on est de plus en plus confronté à la réalisation de systèmes complexes. Alors, quelle est la différence? À premier lieu, elle semble pas très claire, mais on a mis ici deux images qui vous permettent peut-être de vous figurer un peu ces deux termes. Le premier, c'est un mécanisme d'horlogerie. Là, on touche à du compliqué, c'est-à-dire qu'on peut avoir une segmentation des différentes parties de cette horloge et essayer potentiellement de diviser la réalisation de ces différents composants auprès de différents groupes de travail ou différents individus qui vont les réaliser. Alors effectivement, c'est très compliqué, mais lorsqu'on va enlever un ou des éléments de cet ensemble, on peut arriver à avoir une appréhension de la problématique de fonctionnement que l'on va rencontrer, c'est-à-dire quelle action on va avoir sur le système dans son ensemble. On peut adopter une approche qui est dite réductionniste, c'est-à-dire qu'en définitive, une fois que j'ai formalisé et explicité l'ensemble des composants de ce système horloger, eh bien, je peux en prévoir les comportements dans le temps. Sur la partie droite, on a affaire à un système complexe qui ici est figuré par le maillage de l'Internet, un réseau interconnecté avec de grands nombres de points, des systèmes de résilience interne individuels et collectifs, hein, de l'ensemble de ces systèmes d'information. Et en définitive, là, on ne peut plus avoir une approche vraiment réductionniste. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un message à Paris pour l'envoyer à un correspondant à New York, eh ben, vous ne pouvez pas savoir, il n'y a pas de déterminisme sur le point de passage de ce message, voire même en cas de panne ou de coupure de lien affectant une partie de ce réseau, eh bien, il est quasi impossible de prévoir exactement comment votre système va se comporter et par où va passer votre message. Donc, on est vraiment dans deux niveaux différents. Slide suivante. En fait, on va avoir des appréhensions qui vont être complexes en fonction des types d'objets. Alors, un objet qui peut s'appréhender de manière simple, eh ben, intuitivement, on comprend bien qu'on va en voir une compréhension, une appréhension spontanée. Et lorsqu'on commence à avoir des systèmes qui sont compliqués, donc dans l'image de notre horloge, on va arriver à avoir une compréhension progressive qui certes peut prendre du temps, mais en faisant le tri, en isolant les différents éléments, on peut avoir une approche simple et en les assemblant, on va arriver à en comprendre la globalité. Quand on rentre dans le domaine du complexe, là, la logique qui veut que l'on formalise l'ensemble des composants et qu'on arrive à en déduire mécaniquement de manière déterministe le comportement d'ensemble s'avère généralement impossible. Voire même, il est impossible d'avoir une segmentation réductionniste d'un système complexe.
Et donc, on va devoir utiliser, lors du passage du compliqué au complexe, des modes de réflexion et des modes de pilotage qui vont être différents. Alors, les caractéristiques intuitives de la complexité, si on devait essayer d'identifier les situations complexes, alors on pourrait en citer plein, il y a plein d'ouvrages sur le sujet, mais là, on avait un temps assez limité. On va dire que de manière générale, on va être confronté à une problématique de nombre d'éléments, de nombre de composants, de nombre d'individus, d'interdépendance. Cette notion d'interdépendance est très importante, c'est-à-dire que on peut avoir des effets papillons, des éléments qui ont une petite action d'un côté et du fait de leur indépendance vont avoir un effet sur l'ensemble du système. On va avoir une diversité des éléments, il n'y a pas nécessairement d'homogénéité, voire même une notion de désordre qui peut s'apparenter à certains moments à une impression de chaos. Et donc, face à une situation de complexité, en tout cas, nous, en tant qu'humains, on est confronté à la problématique d'imprédictibilité du comportement du système, ou en tout cas de la détermination de son fonctionnement à un instant T. Alors, d'autres éléments qui permettent d'aller un peu plus loin que cette surface des choses pour la partie de la complexité, c'est de voir que, en fait, les systèmes complexes vont avoir des éléments qui sont génériquement communs. D'une part, des systèmes complexes vont avoir des interactions. Ça, on l'a dit, on a parlé d'interdépendance. Donc, tous les systèmes sont reliés. Et donc, la question n'est pas de savoir quel est le comportement d'un composant avec un autre composant, mais aussi de comprendre l'interaction de ce composant avec l'ensemble des composants. Donc, ça impose d'avoir une vision qui est plutôt une vision systémique et de ne pas s'arrêter sur des choses trop étroites. La deuxième chose qu'on voit en complexité, c'est qu'il va y avoir des émergences. Que veut dire une émergence? Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir des règles extrêmement simples, très simples et donc déterministes dans l'impression, mais le fait qu'il y ait des interactions et du nombre va générer des comportements que nous ne pouvions pas prédire. Typiquement, lorsque vous avez l'organisation d'une molécule d'eau, de H2O, eh bien, vous ne pouvez pas prédire que, en fonction du nombre de ces molécules et des conditions d'environnement, de pression et de température, elle peut donner un flocon de neige qui a une organisation, une auto-organisation extrêmement complexe, mais extrêmement coordonnée. En fait, on voit un ordre qui sort du chaos. Donc, vous voyez que là, c'est le quatrième point, c'est on va avoir des approches d'auto-organisation du système, qu'il s'agisse de systèmes inertes ou de systèmes vivants, ou de systèmes d'entreprise ou d'organisation. De manière générale, donc, on comprend qu'on est lorsqu'on est face à un système complexe, un système qui doit être appréhendé selon une logique de dynamique. Ce n'est jamais un système qui est vraiment statique. Et ça pose un problème parce que autant une horloge, vous avez déterminé quelle est sa condition de fonctionnement, son organisation, autant lorsque vous allez gérer la dynamique, vous devez vous poser en permanence des questions. Et comme un système est auto-organisé, il a cette capacité d'adaptation. On va voir que cette capacité d'adaptation, elle a différents niveaux, des niveaux sociaux et des niveaux technologiques. Alors, les champs de la complexité, c'est, disons-le, le mot complexité est pour beaucoup un mot valise. En fait, pour commencer à y voir un peu clair, il est intéressant de structurer un peu ce qu'on appelle complexité. En fait, il y a différents niveaux de complexité. Une complexité qui peut être structurelle, complexité technique, c'est la première chose qu'on voit, mais il y a des complexités d'ordre directionnel, d'ordre temporel, puisque les choses vont changer dans le temps, et des complexités d'ordre socio-culturel. Donc, quand on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, on voit que sur cette question de complexité, dont je suis très très loin de vous avoir donné une présentation exhaustive, bien entendu, mais on va avoir en fait depuis, on va dire, le début du XXe siècle à peu près, et si on voulait vraiment remonter, on irait voir du côté de Sadi Carnot qui a fait les travaux de thermodynamique
et la gestion des machines à vapeur. Mais depuis cette époque-là, on a cessé de travailler sur la question de la gestion de la complexité et on voit que cette gestion de la complexité, elle est extrêmement transverse. Elle va toucher l'économie, elle va toucher la technique, elle va toucher les organisations. Et donc, vous allez trouver, si vous êtes intéressé, une littérature qui est quand même très abondante pour expliciter ce que sont les systèmes complexes. Le point suivant, c'est la dimension des sciences humaines qui est extrêmement intéressante et sur lesquelles il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup d'avancées dans ces dernières décennies. La sociologie, la psychologie, un ensemble de sciences humaines sont des éléments directs qui contribuent à cette appréhension des situations complexes et qui nous montrent que parfois, au-delà des apparences, on peut avoir des stratégies qui sont absurdes, comme l'explique le livre de Maya Bovallé qui est en référence ici. Alors, si on continue, OK, on est face à une situation qui est complexe. Maintenant, la question qui va se poser à nous et sur laquelle on va essayer de vous apporter des éléments, c'est comment naviguer en complexité, parce que c'est vraiment la question qui se pose. Alors, pour beaucoup, l'impression est d'être totalement démuni, un système qui est non prédictible, difficile à appréhender, changeant dans le temps, n'offre a priori que peu de prises pour permettre de naviguer et pour permettre d'avancer. En fait, ça, c'est la première impression que l'on peut avoir lorsqu'on est face à la complexité. Si on avance un peu plus dans la recherche, on voit qu'en fait, les situations que nous observons donc, sont un peu comme cet effet de l'iceberg, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, le côté réel. On va avoir donc toutes ces manifestations dont on vient de parler, mais quand on commence à rentrer dans le détail, quand on fait un travail d'introspection, de recherche, de mise en cohérence d'informations extérieures, on va voir qu'il y a des motifs récurrents. C'est-à-dire qu'il y a des patterns qui se retrouvent dans la complexité. La manière dont les événements agissent, la manière dont l'équilibre ou le déséquilibre peut intervenir. On s'aperçoit aussi que appréhender la complexité nécessite d'avoir recours à des outils de type système, c'est-à-dire d'avoir des approches de structure, de règles, de processus qui permettent de gérer la complexité, en tout cas de lui donner du sens, de lui donner une orientation qui soit constructrice. Et puis les modèles mentaux, on voit que se doter de plusieurs modèles mentaux nous permet de sortir de l'impression comment dire, de ne pas pouvoir gérer ces situations complexes. Alors, si on avance, on voit que la démarche, en fait, qui est assez classique dans ce domaine, elle ressemble à celle de l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire qu'au début, on a une relative confiance parce que on a géré des situations compliquées dans nos entreprises, on a des processus, on a des manières de réfléchir. Nous-mêmes, on a suivi une formation très analytique, mathématique. Et quand on rentre dans les situations complexes, on rentre dans la vallée de l'humilité. C'est-à-dire que soit on dit on continue à faire avec les outils qu'on a et les méthodes habituelles, et on s'aperçoit que ça fonctionne pas, mais on s'obstine. Bon, ça, généralement, ça n'amène pas très loin. Soit à un moment, on voit que par les feedbacks, etc., on est démuni. Donc, la question qui se pose, c'est qu'une fois qu'on est au fond de cette vallée de l'humanité, de l'humilité, comment est-ce qu'on va essayer de consolider des connaissances pour, malgré tout, avancer dans ce contexte. Alors, slide suivante. Naviguer en complexité, ça c'est très important à comprendre, c'est que ça fait appel à un changement de paradigme. Et ça, c'est le début du problème. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont dans une vision du monde très déterministe en disant finalement on a tout compris, j'ai une expérience derrière moi, j'ai des succès derrière moi, j'ai donc des méthodes de travail et des processus qui me permettent de naviguer en toutes circonstances, eh bien, il est très difficile d'envisager la suite.
cette notion qui est collective de gestion du compliqué, on va le retrouver au niveau individuel. C'est-à-dire que si des collègues ou des gens de votre entourage pensent qu'ils n'ont pas besoin de réapprendre, pas besoin de se reposer des questions, de changer de paradigme, eh bien, il leur sera assez difficile de comprendre les codes de la complexité. Et c'est ce à quoi on va essayer de vous aider dans la suite de cette présentation. Suivant, slide suivante. Donc, adopter une pensée complexe, c'est alterner des niveaux de vision, c'est avoir une vision qui s'accorde, qui ne reste pas sur le détail, qui puisse avoir une vision holistique de haut niveau. C'est aussi savoir comment capter les informations et les valoriser. C'est, on l'a dit, abandonner les certitudes du monde compliqué pour essayer d'adopter un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Et puis, le tout et les parties d'un système sont dans une dialectique dynamique. Et ça, c'est assez déconcertant parce qu'en fait, on va s'apercevoir que les solutions ou la manière de voir certaines situations dépend du temps et dépend de considérations de taille. Et donc, les solutions que l'on a sont toujours contingentes. Et la grande difficulté, c'est qu'il va falloir qu'en permanence, on surveille les signaux faibles et on voit à quel moment ce qui était apparu comme une solution satisfaisante devient handicapante et on est obligé de changer nos modèles et nos manières d'avancer. Slide suivante. Ce qui est assez déconcertant lorsqu'on travaille sur la complexité, c'est qu'en fait, la complexité nous amène à avoir un discours qui est dialogique. C'est un terme qui a été beaucoup utilisé par Edgar Morin. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, on va avoir des concepts qui, a priori, sont contradictoires et qu'il va falloir mettre en cohérence. L'ordre n'est pas forcément l'inverse du désordre dans l'organisation. On pourrait avoir un ordre de haut niveau et une sorte d'autonomisation et de désordre apparent dans les parties tactiques où les gens s'auto-organisent. Avoir une notion de directivité et d'autonomie peuvent être des notions qui peuvent cohabiter. Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments, je ne vais pas tous les passer, mais qui montrent qu'on va être obligé d'être en permanence à jongler entre deux éléments et qu'il n'y a aucune exclusive entre ces éléments. Slide suivante. Alors quand on dit ça, on a l'impression, et alors si vous vous adressez à un exécutif, si on lui portait ce discours, il vous dirait, mais finalement, vous êtes bien gentil, mais alors la vérité est nulle part. Il faut faire la synthèse des choses qui s'opposent. Et comment je fais moi? Slide suivante. Eh bien, en fait, la seule réponse qu'on puisse lui apporter, c'est en fait, ce qu'il va falloir, c'est connaître les règles du jeu. Quand je comprends les dynamiques, je vais pouvoir créer du sens et je vais pouvoir m'appuyer sur des outils, sur des modes de pensée qui me permettent de développer des stratégies d'appréhension de cette complexité et d'avancer dans cette complexité. C'est là que je laisse la place à Pierre et à Nicolas pour la suite de la présentation. Merci. Merci beaucoup, Christophe, et on aura l'occasion, je pense, en fin de séance, éventuellement, de poser des questions, et n'hésitez pas, dans la conversation, d'en poser pour qu'on puisse éventuellement les traiter. Oui, on va, dans la continuité de ce que Christophe vient d'exposer, avec Pierre, essayer de positionner quelques éléments sur des modèles qui pourraient être utiles, et notamment, nous, en tant qu'êtres humains, voir comment on peut faire face à cette complexité en utilisant ces modèles. Pierre, je te laisse peut-être te présenter, compléter la présentation qui était très brève, et puis effectivement exposer, prendre la main. Merci Nicolas et merci à Christophe d'avoir fait ces deux premières parties. Donc moi je m'appelle Pierre Denner, je suis un ancien architecte repenti, effectivement comme disait Nicolas tout à l'heure. Et depuis un peu plus de 8 ans maintenant, je suis coach professionnel et thérapeute, ça vous concerne un peu moins éventuellement. Et j'accompagne les organisations dans le développement de leur leadership individuel et collectif, et ça implique de naviguer dans la complexité
Ça implique de savoir travailler avec la dialogique, ça implique d'avoir une vision holistique, systémique de ce qui se passe pour l'individu et pour les organisations. Donc, si tu mets le premier slide, alors on va s'intéresser à un monsieur qui s'appelle Ken Wilber d'abord. Je ne sais pas si vous connaissez Ken Wilber. Déjà, c'est un monsieur, il est chauve. Une première caractéristique. En plus, il est américain. Deuxième chose, et il est un peu comme notre Edgar Morin national, et il est intéressé à relier les connaissances. Donc, il a écrit une trentaine de bouquins, dont certains nombres sont traduits en français. Là, vous avez la photo de la nouvelle édition du 20e anniversaire de son livre Une brève histoire de tout, donc où il relie entièrement l'ensemble des éléments. Et il introduit un concept qui s'appelle le holon. Je ne vous en dis pas plus. Et il a introduit une approche qu'on appelle la vision intégrale. Donc, dans la vision intégrale de Ken Wilber, qui est fondée sur une analyse linguistique, en fait, de comment nous analysons une situation, Ken Wilber a distingué 4 cadrans. Donc, dans ces cadrans, là, vous voyez une déclinaison spécifique dans le domaine du leadership, on y reviendra après, mais il y a un certain nombre de domaines d'activité dans lesquels on va trouver ces cadrans. On peut le trouver dans le domaine de la santé, on peut le trouver dans le domaine de la spiritualité et autres. Et donc, ces cadrans vont nous amener à on va dire une structuration de l'espace, de ce qui se joue. Alors, nous sommes dans la partie des modèles. Comme vous le savez, vous connaissez tous la phrase de George Box en 1977. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc, nous sommes en train de regarder des modèles que nous espérons utiles. En tout cas, nous sont utiles pour appréhender les situations. Donc, dans le modèle de Ken Wilber, dans l'hémisphère nord, vous avez tout ce qui concerne l'individu. Dans l'hémisphère sud, tout ce qui concerne le collectif. À gauche, tout ce qui est interne, intérieur. Et à droite, ce qui est externe, extérieur. Et de manière très classique, quand je vais initier un changement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par dire, tiens, on va aller dans telle direction, nous allons restructurer telle partie, ces deux services vont fusionner, on va racheter telle entité, on va la mettre avec telle autre, et ainsi de suite. Donc ça, on va s'intéresser au cadran dit numéro 4, le collectif externe, c'est-à-dire l'organisation, les organigrammes, les racis, les flux, les procédures, et tutti quanti. Donc toute la partie visible de l'extérieur d'un collectif. Éventuellement, on va placarder des valeurs sur les toilettes après avoir payé très cher un cabinet de conseil américain réputé. On ne va pas forcément s'intéresser au reste. C'est-à-dire que, par exemple, quel va être l'impact sur comment vivent les personnes en termes de collectif, le vivre ensemble, le travail ensemble, en termes d'évolution de la culture, en termes de les mythes fondateurs, les histoires qu'on se raconte, qui font partie en particulier des rituels de construction. Le pot de départ est un rituel particulièrement important. Et on ne va pas forcément toujours s'intéresser à comment les personnes vont pouvoir monter en compétences, comment on va adapter la manière dont les personnes vont pouvoir délivrer quelque chose et mettre en place une évolution de leur comportement. Et on va peut-être pas non plus s'intéresser à comment les personnes vont le vivre, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue développement cognitif, du sens qu'ils vont donner, et ainsi de suite. Et donc, ce que nous amène la connaissance, en particulier de l'approche de Ken Wilber, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle le jeu intérieur et le jeu extérieur, et que le jeu intérieur mène le jeu extérieur. C'est-à-dire que sans jeu intérieur, c'est même pas la peine de penser à avoir un jeu extérieur qui aboutit. Si vous regardez d'ailleurs les statistiques de McKinsey ou de Gartner sur les fusions qui fonctionnent et qui aboutissent vraiment à quelque chose sans destruction de valeur, le nombre est assez faible. Next slide. Donc le leadership, ça va être un élément important, en particulier pour un architecte, pour prendre sa place en tant que leader transversal dans le cadre de nouvelles initiatives et en particulier dans la navigation dans un monde complexe. Et donc le leadership, là j'utilise la définition du leadership circle que nous utilisons dans les accompagnements en particulier avec Nicolas. Ce que nous dit le Leadership Circle, c'est le leadership avant tout, c'est comment je me déploie, c'est-à-dire comment j'utilise l'ensemble des compétences ou des capacités que j'ai, et je m'ajuste au contexte, c'est-à-dire j'utilise ces capacités en intelligence de situation. Et la deuxième partie, c'est pour créer des résultats qui comptent.
aboutir à quelque chose qui a de l'importance. Donc, ce n'est pas uniquement une question de posture, c'est une question d'orientation aussi sur délivrer quelque chose. Et donc, comment on avance, en particulier dans la complexité, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, ça permet un certain nombre de choses en tant que leader. Ça met par particulier, ça permet de développer des visions, ça permet d'entraîner les personnes sur des éléments inspirants, ça permet de développer du mentorat, c'est-à-dire faire grandir les personnes, être à leur écoute et ainsi de suite. Et pour se développer en tant que leader, et en fait, c'est comme se développer en tant qu'être humain. Ça commence tout petit. Déjà, quand on sort du ventre de notre mère, en fait, on va passer par plusieurs étapes que vous voyez sur la gauche, là. Et classiquement, le modèle classique, depuis Piaget, Dolto, donc on passe par différents stades de complexité mentale, stade de conscience. Et puis à peu près environ 20 ans, ma complexité mentale va rester similaire, grosso modo, jusqu'à la fin de ma vie. Ce que Robert Kagan, qui a dirigé le département du développement de l'adulte à Harvard pendant plusieurs dizaines d'années, a montré, et ce que tous ses disciples ensuite ont pu continuer à démontrer, c'est qu'en fait, la complexité mentale, même en tant qu'adulte, elle se développe aussi. Donc, il a mis en place un questionnaire particulièrement complexe pour aller évaluer ce genre de choses sur des milliers de personnes. Et ensuite, depuis, il y a eu beaucoup d'autres études complémentaires qui ont été faites. Et ce que l'on peut voir, c'est que, eh bien, à l'âge adulte, nous continuons de nous développer par différents stades. Donc, Kagan a revu un peu les stades de Piaget, qui étaient à l'origine. Il a amené un certain nombre d'éléments de compréhension de qu'est-ce qui fait qu'on passait d'un stade à un autre et montré comment nous nous développons à l'âge adulte par différents stades. Et les stades, vous voyez, de Robert Kagan qui sont sur la droite, ce qu'on appelle l'esprit socialisé, l'esprit auteur, l'esprit transformateur. Donc ça, c'est 3 stades que l'on a à l'âge adulte potentiellement, sont liés à des stades de développement de notre propre leadership, sur les compétences du leadership. Donc on peut avoir par exemple ce qu'on appelle du leadership égocentrique, ce que vous avez tout en bas. Comme son nom l'indique, c'est je suis centré sur mon nombril. Et dans mes relations, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux récupérer des autres. Et on est tous passés par là, quand on avait 9 ans, on était tous comme ça. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. Le seul problème, c'est quand il y a des adultes qui restent à ce stade-là, et c'est à peu près 50% des adultes, 5% des adultes, pardon, ça ferait beaucoup 50, 5% des adultes et 5% des leaders. Au-dessus, on a ce qu'on appelle l'esprit socialisé, c'est-à-dire comment je me construis en fonction des attentes des autres. Et j'ai 3 manières de me construire qu'on va voir en leadership, c'est comment je me conforme aux attentes des autres, et donc je vais aller dans le sens de l'autre, comment je vais aller plutôt contre l'autre, et donc comment je vais reprendre le contrôle. Et si ça ne marche toujours pas, ça va être comment je me protège de l'autre et comment je me développe en me mettant à distance de l'autre, en particulier en me réfugiant dans ma tête. Et donc dans ce stade réactif-là, qui incorpore aussi l'égocentrique, vous voyez que les cercles sont concentriques et incorporent les stades précédents, je vais fondamentalement fonctionner par comment j'assure ma propre sécurité en tant qu'adulte, avec des peurs fondamentales comme la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de ne pas savoir. Et l'ensemble de ces personnes-là, statistiquement, sont à peu près 80%. Entre le plus réactif et l'égocentrique, on tombe à 80%. Si on enlève les 5% d'égocentriques, donc on a à peu près les 3/4 des personnes qui sont très fortement attachées à l'image qu'elles ont auprès des autres. Et donc des personnes qui sont très intéressées, voire même très attachées aux signes de reconnaissance qu'on leur envoie. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'esprit auteur. Là. Ça peut être ce que Jung appelle le 3e stade d'individuation, après le nom du 2 ans et demi et l'adolescence. Et comment je me libère, entre guillemets, du regard des autres. On peut appeler ça aussi la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, parce que ça glisse un peu avec le temps maintenant. En tout cas, certaines manières de vivre cette crise-là. Et donc, dans le stade créatif, dans l'esprit auteur, je vais me conformer non plus aux attentes des autres, mais je vais me développer mon propre centre du jugement, ma propre boussole intérieure. Donc, je vais passer d'une vision de la codépendance à une vision de l'indépendance. Et puis au-dessus, si je rencontre une autre condition, ce que Kagan appelle le conflit optimal, à chaque fois qu'on change de stade de conscience, je vais pouvoir développer un esprit transformateur.
et ce qu'on appelle en leadership, en termes de compétences de leadership, le stade intégral. Et dans ce stade-là, eh bien en fait, je vais retomber sur cette dialogique dont parlait Christophe tout à l'heure. Comment je concilie les différentes parties de moi qui en apparence paraissent opposées. Aussi les parts d'ombre, ce que Jung appelle nos parts d'ombre, c'est-à-dire tout ce que j'ai de moi que j'aime pas et que je vais refouler sous le tapis. Et comment je vais me réconcilier à la fois avec, donc comment je vais trouver cet équilibre dialogique entre des différentes composantes en moi. Par exemple, orienté sur la tâche versus orienté sur la relation. Il y a beaucoup de choses faire versus faire faire. Et comment je me réconcilie avec moi pour aller plus loin en tant que tel. Et là, c'est à peu près 5% des personnes. Et donc, il y a un outil que nous utilisons d'ailleurs qui s'appelle le Leadership Circle Profile, qui permet de voir un petit peu, par exemple, si j'ai une complexité de contexte de type VUCA, VUCA, quelle que soit la traduction qu'on utilise, et qui augmente, comme par exemple un virus, entre guillemets, chinois, comme Trump l'a appelé, qui arrive, comment ça fait choc avec la complexité de ma propre personne, ma propre complexité mentale. Et la différence entre les deux va être mon gap de développement, donc mon défi développemental. Et ce qui se passe, et on l'a vécu avec le Covid, on l'a vécu avec l'Ukraine et autres, c'est qu'à chaque fois que le contexte augmente en complexité d'un coup, eh bien, notre propre seuil diminue aussi et régresse aussi au même moment. Donc le défi augmente d'autant plus fort dans ces moments-là. Et donc, typiquement, les outils que nous utilisons nous permettent de mesurer ce défi développemental et nous permettent d'utiliser une méthodologie pour l'accompagner, en particulier pour résoudre ces problématiques dialogiques, faire du « et », travailler sur nos parts d'ombre et des choses comme ça. Nicolas, le next. Ouais. Et en parallèle de l'individu, et ce que nous apprend la spirale dynamique d'ailleurs, il y a à la fois un développement des individus par stade de conscience, mais il y a aussi le développement de sociétés qui vont par stade de conscience aussi. Et Frédéric Laloux a repris les éléments de la spirale dynamique, mais orienté sur l'organisation du travail. Et il a identifié dans un certain nombre de modèles qu'on retrouve actuellement. Là, sur l'image, on ne voit plus les modèles qu'on trouve de manière plus ancienne. Mais depuis le stade rouge, qu'on appelle le stade impulsif, avec le logo du loup, qui nous a permis de développer un certain nombre de choses. Par exemple, la division du travail ou une autorité dominante-dominée, ce qui permettait de faire aller plus loin que ce qui se passait avant. Ensuite, un stade de type conformiste, auquel on donne une couleur aussi qui est l'ambre, qui a permis de définir des process réplicables, qui a permis d'avoir des organigrammes hiérarchiques stables, où c'est l'arrivée du dogme, c'est l'arrivée, entre guillemets, de la vérité avec un grand V. Et c'est pour ça qu'on a le côté conformiste qui arrive dedans, et qui nous a permis d'aller plus loin, avec l'arrivée, par exemple, des pharaons, où typiquement le rôle du chef n'est plus le plus fort à un moment donné, mais quelque chose qui est hérité. Pharaon, ça s'hérite, indépendamment de la personne en question. Et plus récemment, à partir de la Renaissance, on a développé notre stade, en particulier depuis le siècle des Lumières, qu'on a appelé le stade orange. Le stade orange, c'est le stade de la réussite. Donc on n'est plus dans le bien, le mal du stade ambre, on est dans qu'est-ce qui marche pas. Donc ça permet de développer de l'innovation, ça permet de développer la responsabilisation a posteriori, en anglais on appelle accountability, ça permet de développer la méritocratie. Donc avant, j'étais scribe de père en fils et ainsi de suite. Là, maintenant, je suis dans la méritocratie, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'ont fait mes ancêtres, si j'ai les compétences pour, mais je peux remplir une tâche particulière. Bien sûr, ça a fortement ses limites. Une bonne société que l'on va trouver maintenant, une majorité des sociétés qui sont développées à l'âge capitaliste, on voit des problèmes de perte de sens et ainsi de suite. Donc il y a d'autres modèles qui se sont développés. En particulier le modèle pluraliste qu'on appelle le vert, qui nous est arrivé en particulier par les ONG, qui est une vision de on est tous égaux. Et dans ce cadre-là, ça permet la responsabilisation au sens empowerment, des cultures orientées sur les valeurs vécues, et non plus les valeurs placardées sur les toilettes, et une vision, ce qu'on appelle le capitalisme conscient, c'est-à-dire c'est plus la valeur pour l'actionnaire qui va compter, ça va être la valeur pour l'ensemble des parties prenantes,
que ce soit les clients, les employés, les fournisseurs et tutti quanti. Et ce modèle a des qualités, mais il n'est pas forcément toujours très stable. Et il y a d'autres modèles émergents, et il y en aura d'autres modèles plus tard, mais déjà, il y a des modèles émergents qui ont identifié Laloux, qu'il appelle évolutionnaire. Donc on est plutôt dans une approche de l'organisme vivant en tant que tel, alors qu'avant on était à l'approche de la famille. Et dans l'organisme vivant, la couleur est opale, teal en anglais, et c'est comment nous allons avoir des qualités qui vont se développer du style l'auto-organisation, la capacité à avoir une raison d'être évolutive, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur une vision à 20 ans et on va avoir en revanche des plans d'adaptation à l'année. On n'est plus sûr, je fais un plan à 3 ans, un plan à 5 ans, et puis je ne sais pas ce qui se passe au-delà, mais dans une vision, quelle est ma raison d'être à 20 ans, quelle est ma vision au sens inspirant à 20 ans, en tant qu'organisation, et comment nous utilisons une intelligence navigatrice pour aller dans cette direction-là, au fur et à mesure, et de manière évolutive. Et Nicolas, maintenant, va vous montrer, en termes d'architecture, en fait, une déclinaison de ce modèle-là. Oui, parce que ce que Pierre vient de positionner, c'est effectivement, tant d'un point de vue individuel que collectif, faire face à la complexité, ça nécessite potentiellement, dans les études, de dire il faut être un leader créatif et une organisation verte ou opale pour avoir des vrais ingrédients qui permettent de faire face à la complexité des situations. Et là, vous avez une carte, effectivement, qui est issue de l'ouvrage de Frédéric Laloux, il est dans plusieurs langues, qui positionne au fur et à mesure dans cercles concentriques. Ça veut dire qu'effectivement, dans un monde opale, par rapport à un certain nombre de situations individuelles et collectives, il y a des choses qui sont vécues de façon privilégiée. On est dans des paliers de conscience où l'organisation est en capacité d'agir à ce niveau-là, mais que les paliers en dessous sont mobilisables et mobilisés à des moments pertinents selon les contextes et c'est ce qui notamment distingue potentiellement des organisations et des acteurs qui sont capables de faire face à une variété de situations et par rapport à d'autres qui sont peut-être ont des modes de fonctionnement qui sont privilégiés, voire des fois très focal. Et ce modèle-là de Frédéric Laloux est issu des travaux de Ken Wilber qu'on évoquait au début. Moi, je l'ai repris dans la logique avec Blue on l'a repris pour un peu repositionner effectivement le monde de l'architecture et notamment continuous architecture. Parce que effectivement, on peut envisager l'architecture dans un mode un peu loup, dans un mode combative avec les acteurs projets et être en confrontation, négociation, gérer la dette avec les projets dans une logique design authority, et ça peut le faire, et ça a du sens. Il y a des modèles qui sont effectivement d'architecture plus urbanisante, qui, basés sur des chartes, des règles, des normes, permettent de gérer la divergence et d'avoir en fait un cadre commun qui permet de faire évoluer son système d'information. Il y a des modèles d'approche anglo-saxonne autour de l'architecture d'entreprise plus mécaniste, où on va essayer d'aller chercher de la logique de performance métier, de la valeur métier des produits, mais qui sont tournés comme on l'a vu dans ces logiques-là, vers les KPI, l'innovation et le développement des capacités. Et puis, plus récemment, on l'a vu dans nos organisations, mais qui correspondent à un enjeu global. On a eu des architectures plus dans le monde agile, plus délégatives, où là, on va être au service des équipes agiles qui sont plus autonomes, où on va essayer de favoriser la capacité à changer et en animant par des tribes et des guildes des savoir-faire et en étant présent notamment dans les PI, comme quand on est dans des logiques safe sous-jacentes à ces modèles agiles à l'échelle. Et donc, Continuous, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est opale, c'est-à-dire qu'il est intégratif par rapport à ces différents, les 4 stades avant, qui peuvent avoir leur raison d'être et leur légitimité et un intérêt. Et on est autant le vert, il est dans l'économie of flow, vous voyez en dessous, et les autres plutôt dans l'économie of resources. Et l'opale, pour moi, c'est faire de l'économie of flow based on economy of resources,
c'est-à-dire de effectivement chercher du flow, evolutionary, mais dans une approche systémique, en privilégiant la subsidiarité, la capacité, c'est pas l'autonomie, hein, c'est la capacité graduée d'accompagnement des équipes en autonomie en regard des contextes qu'elles peuvent pas tout appréhender, et c'est normal, et c'est bien le rôle des architectes d'appréhender des choses qui sont pas nécessairement le viseur premier des équipes qui amènent la valeur sur le terrain, et que la culture du et la performance durable sont nécessaires. Et la continuous architecture, ce qui nous motive tous, je pense, dans la communauté, c'est de trouver les leviers de zones de dialogue et de travaux BISTEC pour effectivement être dans ces logiques un peu opales de fonctionnement. Et donc, on a fait l'exercice là à Glue & Do de se dire effectivement, pour nous architectes et nous activités d'architecture, ça veut dire quoi en termes de, en haut à droite, hein, de compétences, de skills, de behavior, tant techniques, métiers, d'architecture ou de soft skills qu'il est important d'avoir, hein, pour potentiellement faire face aux situations claires, compliquées et complexes. Et puis, qu'est-ce qu'il est aussi important de travailler peut-être en niveau de conscience dans la logique de moto, de recherche, hein, pas notamment en niveau opale et en architecture de la chose juste à faire et pas et de voir comment avoir des modalités d'échange et de motivation qui sont propres à ces modèles d'architecture opale, et puis d'un point de vue collectif, avoir des éléments d'inspiration et de culture commune et de modèles opératoires, hein, qui sont effectivement à même de faire face aux différentes situations, notamment les situations complexes. Si je schématise un petit peu sur ici, on va plutôt du coup essayer de effectivement développer et d'être en capacité, quand on est architecte, de développer son T-shape, hein, le haut du T étant l'ensemble des capacités qui se veulent larges pour pouvoir faire le lien et faire son métier d'architecte de lien entre des situations et d'avoir cette hauteur vis-à-vis de l'organisation ou des acteurs qui en ont pour réussir à connecter et les sujets et les gens. Donc ça, je pense que le T-shape de l'architecte, c'est quelque chose d'assez majeur on essaye de développer, je pense, tout au long de notre carrière d'architecte. Et puis, derrière, il y a des éléments, on le voit bien dans ce que disait Christophe puis Pierre, qui sont importants dans le mindset et dans l'attitude, si on veut être en capacité de pas nécessairement comme 80% des adultes, hein, être guidé par ses peurs, mais par des dimensions plus créatives, à la fois plus sans doute moins assertives dans le sens qu'on peut connaître dans le monde compliqué, mais qui permettent justement d'avoir une capacité d'action et de relationnel qui soit développée sur la partie en haut à gauche. Et ça s'appuie dans notre communauté continuous par en bas des éléments collectifs dans la logique de spirale, hein, de continuous. On se dit, bah oui, on a des éléments, une culture forte d'architecture avec des modèles opératoires, des rituels, des pratiques et des rôles qui sont à adapter en fonction, là, par contre, aussi de la capacité de l'organisation à l'échelle. Et là, on va être nécessairement dans des logiques de déclinaison selon la culture, les atouts, mais aussi peut-être les niveaux de croyance et le jeu intérieur, hein, qui vont nécessiter d'adapter un modèle d'architecture continue selon les possibilités et le niveau d'acceptation et d'historique de l'organisation. Donc ça, pour nous, c'est des points de repère et des modèles, tant individuels, collectifs que sur le domaine de l'architecture, qu'on aime mettre en œuvre et qui nous permet d'accompagner, de mettre en mouvement, je pense, des collectifs et des individus, sachant que là, vous avez une vue encore un peu plus détaillée des éléments qui nous semblent essentiels sur ces 4 cadrans à travailler, tant d'un point de vue individuel que collectif,
pour réussir à avancer sur ces 4 dimensions et pas en oublier une, parce que on a trop tendance, je pense, et nous c'était souvent le cas quand on commence à accompagner des organisations, à quand même être le focal, c'est ce que disait Pierre, sur le jeu extérieur, à penser les rôles, les rituels, les pratiques, éventuellement les compétences, même les soft skills à droite, mais que l'aspect intérieur d'attitude, de mindset et de culture est particulièrement importante aussi, et notamment pour appréhender la complexité. Hein. Donc, je vais pas passer, et c'est pas l'objet du jour de ce webinaire qui est plutôt une introduction à la fois aux enjeux et puis à ce qui nous semble important sur ce registre de complexité pour réussir à vraiment avoir des leviers d'action et des points de repère. On va peut-être juste zoomer sur un sujet qui est pour agir en complexité, qui nous semble important, qu'il faut appréhender, je pense, en tant qu'architecte, c'est le modèle Kinevin, que sans doute certains d'entre vous connaissent, et que Pierre, je te laisse peut-être exposer en quelques minutes. Très bien. Alors, exposant en quelques minutes, je sais que c'est presque impossible, parce que tellement ce modèle est riche, mais voilà. Un Tu as une défi, question tu as une question de 4 Roland, minutes. Nicolas, tu as une question de Roland éventuellement. Tu peux la Oui, préparer pendant que je présente ouais, Connevin, ça si tu veux. marche. Allez, ça roule. Alors, comme dirait Coluche, ça s'écrit pas comme ça se prononce. Donc, ça s'écrit Cinéfine, mais ça se prononce Connevin parce que c'est du gallois. Connevin est une approche de la gestion de la complexité qui est plus sophistiquée que la matrice de Stacy en 2 axes que vous devez connaître, hein, qui est le niveau de maturité technologique d'un côté et le niveau d'accord sur les besoins d'un autre côté. Là, on va s'intéresser déjà à un côté sur la prévisibilité. Et donc, dans un environnement particulier, un certain nombre de concepts qui sont identifiés. Par exemple, là, nous allons faire une transformation qui va être de domaine complexe. De toute façon, dès qu'il y a de l'humain, on est dans le complexe. Donc, dans ce cadre-là, il va y avoir un certain nombre d'éléments qui vont faire partie du vocabulaire de cette transformation. Et ces éléments-là, on va pouvoir les allonger, par exemple, sur une ligne du côté prévisible, le plus prévisible à droite au côté le plus imprévisible à gauche. Et dans ce cadre-là, on va mettre des petites frontières à un moment donné. C'est-à-dire que si je prends à droite, ce qui est clair pour la plupart des gens, donc les 2 items là, qui sont le plus à droite possible, qui vont dans du domaine d'une transformation, par exemple. Dans ces 2 items-là, à partir du moment où c'est clair pour la plupart des gens, si même ma concierge arrive à le comprendre, je vais le mettre dans ce domaine-là. Ensuite, je vais avoir des éléments qui sont un petit peu à gauche, donc qui sont entre le majoritairement prévisible et la partie claire, c'est-à-dire des éléments où une expertise est nécessaire, mais on reste dans le domaine du prévisible. Et ensuite, on va regarder complètement à gauche. Donc, les 2 items qui sont complètement à gauche, où c'est fortement dans l'imprévisible. Donc, on est dans complètement le côté non prédictible et complètement volatile et aléatoire. Et puis, au milieu gauche, on va dire, on va trouver des éléments qui vont nous intéresser parce que c'est là que le complexe va se jouer. Donc, complètement à gauche, on a le chaotique. Ensuite, la moitié droite, on est ce qu'on appelle dans un domaine ordonné, qui se décompose entre le clair et le compliqué. La différence entre le clair et le compliqué au sein de l'ordonné, c'est que dans le clair, même ma concierge le comprend. Dans le compliqué, j'ai besoin d'une expertise ou de plusieurs expertises. Dans le clair, je suis dans les meilleures pratiques, et dans l'ordonné, je suis dans les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions possibles. Et donc, j'ai 3 types de systèmes. J'ai les systèmes de type ordonné d'un côté, avec des liens stables, des causes et effets qui sont naturellement évidents, et j'ai des contraintes de type encadrante, c'est-à-dire des contraintes de gouvernance, typiquement. Dans le domaine du chaotique, en fait, j'ai aucun lien de relation-effet, et en revanche, c'est une turbulence temporaire, et je n'ai aucune contrainte. Typiquement, genre une prise d'otage, le feu dans un immeuble, ou ainsi de suite. Une scène de guerre. Et entre les deux, j'ai le domaine du complexe, avec des liens qui sont dynamiques et dont les limites sont floues. Les patterns, il y en a, comme disait Christophe, on peut voir des patterns émerger, mais on ne le sait pas a priori. Et de même que la trajectoire que l'on va prendre, elle n'est pas discernable a priori. Ah, oui, il peut mettre. Et on a des notions de contraintes dites aidantes dessus. Et donc la manière d'agir dans ce monde-là, quand je suis dans le clair, c'est simple. J'examine la situation, je mets dans une boîte et je réponds avec la pratique qui est dans la boîte. Genre FAQ, par exemple.
Dans le domaine du compliqué, mais qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qui se passe, j'analyse sur la base d'une expertise ou de plusieurs expertises, et ensuite je construis quelque chose qui va donner un résultat du domaine du compliqué. Dans le domaine du complexe, je vais expérimenter, je vais envoyer des sondes, un certain nombre de sondes en parallèle, pour voir comment ça bouge. Ensuite, je vais regarder justement dans quel sens ça bouge, et ensuite je vais répondre en ajustant. Côté très test and learn, et là je tombe non plus sur les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques, mais ce qu'on appelle les pratiques exceptives. C'est-à-dire sur utiliser quelque chose qui était fait pour autre chose dans le nouveau contexte. Par exemple, si vous vous rappelez les masques Décathlon qu'on a utilisés pendant la crise du Covid, ils n'étaient pas particulièrement prévus pour les gens qui étaient à l'hôpital à l'origine. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est comment nous agissons pour influencer les contraintes. Et dans le domaine du chaotique, la première chose que je fais, c'est j'agis. S'il y a le feu dans l'immeuble, je sors tout le monde de l'immeuble le plus vite possible. Je ne commence pas à faire un codev pour savoir comment on va reconstruire l'immeuble pendant que tout est en feu. Et ensuite, une fois que j'arrive à un minimum de stabilité de la situation, je regarde ce qui se passe et ensuite, je mets en place une situation, en place une réponse qui va être adaptée à la nouvelle situation. Donc là, on est dans la notion de pratique exaptive. Et donc, il y en a un cinquième élément au milieu qu'on appelle la confusion. Et la confusion, c'est quand je ne sais pas encore dans quel état je suis et sur lequel je dois prendre une décision pour identifier déjà dans quel état je suis. Donc ça, c'est, voilà, Kinevin, c'est un exemple je trouve, de levier d'action qui marche bien, et notamment travailler sur les contraintes en complexité, c'est ce qui est majeur à retenir, je pense, par rapport à une situation compliquée. On va plutôt amener des bonnes pratiques. Et pour grandir sur ce registre-là, c'est ce que on voulait vous dire, c'est qu'avec Pierre, on aide les architectes, et je pense qu'il y en a 150 aujourd'hui qu'on a pu accompagner à peu près dans cette notion-là, sur les 4 cadrans, en se disant au travers de 2 jours, bah, effectivement, ayons un peu ces modèles en tête et commençons notre journée. Puis derrière, avec du coaching et éventuellement des sessions complémentaires, ayons la possibilité d'aller un peu plus loin et de ne pas rester sur la partie droite du jeu extérieur, mais aller sur le jeu intérieur. Et Pierre a une collègue, Vanessa, qui travaille avec lui, qui aide notamment les acteurs à travailler sur ce registre. Alors la bibliographie, on vous en remettra dans le deck pour ceux qui vous seraient intéressés. Il y a beaucoup de choses sur le sujet, bien sûr, sur lequel on s'appuie. Ce que je voulais dire avant de se quitter, c'est que le 13 mai, on va vous présenter le nouveau manifesto Continuous qu'on est en train de... Donc, on vous fera de la pub. Donc, venez sur LinkedIn le découvrir si vous voulez. Et dans les journées que je dévoquais au démarrage, il y en a plusieurs qui arrivent. Il y a le 20 mai, on a une journée dédiée sur la professionnalisation qui sera accueillie par la Société Générale. Le 24 juin, on a une journée sur l'observabilité des systèmes et le rôle des architectes sur l'observabilité des systèmes. Donc, on n'est pas loin des qualités émergentes du SI et une certaine forme de traitement de la complexité du SI grâce à SRE. Et puis, le 2 octobre, ça sera notre prochaine journée annuelle. Hein. Et donc, et par ailleurs, on travaille avec notamment Gaël de Thales sur la gestion des risques, Gaël qui lead des réflexions de notre communauté sur ce registre-là. Vous avez des contacts et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire partie de la communauté intéressée dans ces ateliers ou dans ces journées. Et puis voilà, c'était tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Il est 50 secondes, il nous reste 10 secondes. Et pour Roland, juste répondre à la question, en fait, le modèle holacratique au coopératif, c'est très proche du modèle Opal. D'ailleurs, les entreprises libérées ou si on prend d'autres termes, sont effectivement cette logique à chaque fois de vraie responsabilisation des acteurs. L'holacratie est particulièrement, s'attache particulièrement à poser le cadre de la charte de groupe de modèles en vue de pouvoir derrière avoir une vraie responsabilité. Donc ça s'approche, c'est finalement un peu proche pour ceux qui connaissent de Team Topology. Bien sûr que l'holacratie est plus puissante et plus profonde que Team Topology, qu'une vision simplifiée pour le monde IT, mais on est dans la même logique. Hein, et qui, nous, bien sûr, fait partie des outils qu'on considère effectivement importants pour animer les collectifs de façon évolutionnaire comme No Continuous. Voilà, j'espère que cette webinaire vous aura intéressé.
Écoutez, on se revoit le 13 mai ou le 20 mai pour les prochains événements de la communauté si vous êtes intéressés. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au Bonne revoir. journée.